Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment super contente de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, Adrien Chartier. Je l'ai découvert récemment sur Instagram et vous allez voir qu'il a découvert, ou je ne sais pas si tu as découvert ça d'ailleurs, mais en tout cas, il utilise un système pour faire qu'on apprend mieux, faire qu'on travaille mieux, faire qu'on est plus concentré. Et ça, je dois dire que sur une session apprendre à apprendre, il fallait absolument que je t'interviewe, en fait, Adrien. Bonjour Adrien. Merci pour cette invitation. C'est super sympa d'être avec vous. Eh ben écoute, tu vas te présenter comme ça parce que je trouve toujours que c'est les gens qui se présentent mieux. Comment est-ce que tu t'appelles? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Alors moi je m'appelle Adrien Chartier, j'habite en Moselle, proche de la frontière alsacienne. Dans la vie, je suis formateur pour un organisme de formation qui s'appelle Labo Reprogrammation Neuroposturale. L'objectif de Labo RNP, c'est de former, on forme des coachs, des kinés, des ostéopathes, des psychomotes, des psychologues, orthoptistes, podologues, en fait, tous les professionnels qui sont autour du mouvement, autour de la cognition, à améliorer les apprentissages, améliorer la motricité des personnes qui suivent. Et moi, c'est ce que je fais aussi dans la vie à côté. Donc, je fais des consultations où je suis notamment des enfants qui vont avoir des troubles de la motricité et des troubles des apprentissages. TDAH, spectre autistique, les problèmes, troubles, développement de la coordination, etc. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Donc tu accompagnes aussi bien des enfants que des professionnels et des adultes, si je comprends bien. Exactement. En fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge Non. pour gagner en connexion neuronale, je pense. Enfin, pour Ouais. avoir lu, pour avoir fait un petit peu des recherches, j'ai lu ton livre que tu as coécrit, le réflexe tonique asymétrique, du coup, où il y a à la fois des explications et des vidéos explicatives. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé parce que si ça n'avait été que du texte, je pense que j'aurais eu du mal à visualiser dans l'espace comment faire les exercices. Mais là, du coup, comme on a les petites vidéos, eh ben, je trouve ça très intéressant. Et donc, on comprend bien que ça peut concerner des enfants, mais aussi des gens à tout âge de la vie. Ouais, exactement. Les personnes qu'on forme vont suivre tout type de personnes. Moi, je me suis spécialisé avec les enfants parce que j'avais remarqué que chez les enfants, il y avait de plus en plus de problématiques de motricité et que plus on remarquait des troubles comme des troubles de l'équilibre ou des troubles de la coordination importants chez les enfants, plus ils avaient, ces enfants-là, des problèmes d'apprentissage. Et en plus, la littérature scientifique vient corréler ces données-là. Donc, j'ai voulu voilà, apporter ma pierre à l'édifice en aidant des enfants sur ce terrain-là. Mais forcément, oui, ça fonctionne aussi avec des personnes âgées, des adultes, quelle que soit la problématique, parce que on s'intéresse pas à une composante, on s'intéresse, on va dire, à la maturation du système nerveux. Donc, on vient travailler sur les systèmes sensoriels, leur redonner de la bonne information, et après, on travaille sur le développement de la personne. Donc, on travaille d'abord à la base le système sensoriel. Ça peut être comment je vois, comment je perçois un mouvement, est-ce que je m'équilibre bien? Et puis après, on va travailler sur les compétences, qu'elles soient motrices ou cognitives en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc la base de départ est la même pour tout le monde. On a tous un système nerveux, on a tous un cerveau, et on vient juste essayer de l'optimiser. Oui, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on part de l'existant et on essaie d'améliorer en fait le fonctionnement qui existe pour cette personne-là en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fin de compte, le cerveau humain, il fonctionne sur une boucle qu'on appelle boucle sensorimotrice. Dans la littérature, on retrouve aussi pas mal de choses sur la boucle perception-action. En fin de compte, ça définit que j'agis en fonction de ce que j'ai perçu en amont. Et donc, ma manière d'agir va aussi influencer ma perception. Donc, ça veut dire que si j'ai des problématiques au niveau de mes systèmes sensoriels, je vais avoir des difficultés à mettre en place du mouvement ou aussi de la concentration ou voire même des émotions. Et si je peux te prendre juste un exemple, parce que là tu montrais le livre sur le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est
un réflexe archaïque. Alors les réflexes archaïques, c'est ce que tous les enfants ils ont quand ils naissent, et normalement qui sont censés s'intégrer à l'âge de 3 ans. Vous savez, quand vous donnez votre doigt à l'enfant et qu'il le saisit fermement, ça c'est un Oui. réflexe archaïque. Ils sont censés s'intégrer à l'âge de 3 ans. Sauf que on le voit, nous on a fait une étude scientifique en 2025 dans une école, et on a remarqué que 6% des enfants avaient des réflexes archaïques encore actifs, notamment ce réflexe tonique asymétrique du cou. Et donc ce réflexe tonique asymétrique du cou, il vient stimuler le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est dans l'oreille interne, et c'est un petit peu le niveau à bulle du corps humain, qui définit est-ce qu'on est bien équilibré ou pas, et quand on va faire un mouvement qui va anticiper potentiellement les chutes et notre manière de se tenir. Et ben si ce système vestibulaire, il n'est pas bien intégré, ben on risque d'avoir des problèmes d'équilibre. Alors ça, tout le monde est au fait là-dessus, mais ça vient aussi contrôler tous les muscles qu'on va avoir à l'arrière du corps, les chaînes d'extension. Mhm. Donc on va potentiellement avoir des problématiques au niveau des cervicales, du dos, etc. Ce qu'on connaît un petit peu moins avec ce système vestibulaire qu'on retrouve là dans ce réflexe archaïque-là, c'est que le système vestibulaire, il a aussi un gros impact avec l'émotionnel. Et ça, la littérature scientifique, elle nous a pas mal renseigné dessus. Quelqu'un qui va avoir vécu un trauma ou un gros stress intense, qui a vécu une dépression ou de l'anxiété, il peut avoir des problématiques vestibulaires. Et si tu as des problèmes vestibulaires, ça peut aussi venir suralimenter ce stress que tu vas avoir au quotidien, cette anxiété. Donc c'est important aussi de pouvoir réguler ce côté vestibulaire pour Mhm. améliorer les compétences émotionnelles. Et il y a un troisième point qu'on connaît encore un petit peu moins, et pourtant il y a pas mal d'articles scientifiques là-dessus, c'est l'impact que peut avoir ce système vestibulaire sur le cognitif. Et donc, ils l'ont remarqué dans un premier temps chez les personnes qui vieillissaient, parce que plus les personnes qui vieillissaient avaient des problèmes d'équilibre, et plus on s'apercevait aussi qu'il y avait des problèmes de cognitifs. Alors, c'est quoi la cognition? C'est la concentration, la mémoire, l'attention, tout ce que tu as besoin, en fin de compte, pour être productif, tu sais, que ça soit à l'école ou dans ta vie de tous les jours, au travail, etc. Mais ils ont remarqué aussi que chez l'enfant, plus il y avait de problématiques vestibulaires, et plus on allait retrouver des déficits au niveau scolaire, des apprentissages. Donc voilà. Donc pourquoi c'est très important de venir travailler en amont la manière dans laquelle on perçoit les choses pour pouvoir venir réguler les informations qui vont être dans le cerveau, parce que le cerveau il fonctionne, tu sais, comme un hub. Mhm. C'est pas l'équilibre ne sert pas juste à l'équilibre. L'équilibre va servir à plusieurs connexions dans le cerveau. Eh ben oui, et je peux en témoigner personnellement parce qu'il y a un mois de ça, mes petits cristaux, ils se sont mis à migrer et j'avais l'impression, tu connais peut-être le jeu où on doit faire circuler une petite balle sur un petit chariot et on doit tourner cette balle pour faire un labyrinthe. Eh bien, moi, quand j'ai dû expliquer à mes enfants ce qui m'était arrivé, je leur ai dit, bah, écoute, maman, elle a ses petites billes, elle devait être dans un endroit particulier, faire un certain chemin, et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, elles sont tombées. Et là, on voit bien quand on fait tomber la bille, ce bruit qu'elle fait et qu'elle cherche son centre. Et finalement, bah, il faut le plus facilement possible, ou en tout cas le plus rapidement possible, les remettre dans le chariot pour que ça fonctionne bien. Et ouais, j'ai vraiment bien senti que c'était intéressant, ces tout petits cristaux que je n'avais même pas connaissance. Et donc, du coup, le système vestibulaire en lui-même, comment est-ce qu'on peut le travailler? Il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on fait dans notre pratique, on apprend aux professionnels à tester, à faire des observations autour des différents systèmes sensoriels. Donc tu vas avoir le système vestibulaire, mais on regarde aussi le système visuel, le système somesthésique. Alors le système somesthésique, c'est la proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Est-ce que tu arrives à te repérer dans l'espace? Mais aussi les compétences tactiles. Tu sais, tous les gens qui vont être trop chatouilleux peut-être des fois ou hypersensibles dès qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vers eux, etc. Les gens qui Et donc, sursautent tout le temps, par exemple. ouais, des gens qui vont sursauter tout le temps, ou des gens qui vont être incommodés dès qu'il va y avoir une lumière qui va arriver, un Mm. son qui va tout de suite les dérouter, etc., ou même les faire se crisper. Donc, dans un premier temps, on apprend déjà aux gens à venir observer est-ce qu'il y a des déséquilibres dans ces systèmes-là. Si ce sont des petits déséquilibres, et qui se régulent très rapidement parce que en faisant un ou deux exercices, comme il y a dans le livre que tu as montré, euh, ça se régule très rapidement, bah, tout va bien. Si on aperçoit qu'il y a des grosses problématiques vestibulaires, que ça entraîne des migraines Mhm. complexes, des vertiges,
ou que la personne, elle n'arrive plus du tout à s'équilibrer. Là, on va travailler conjointement avec des professionnels qui sont formés et spécialisés dans le système vestibulaire. Il y a les kinés vestibulaires, il y a les ORL, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de détecter où sont les problématiques de la personne sur leurs différents systèmes sensoriels, et après pouvoir les rediriger au mieux vers le professionnel adéquat. Parce que des fois, Mhm. on n'a pas, tu sais, des fois, on n'a pas conscience qu'une problématique peut être réglée par un professionnel en particulier. Et pourtant, il y a plein de professionnels qui sont spécialisés dans plein de problématiques et qui vont même peut-être avoir un rôle très important dans ces problématiques vestibulaires. Par exemple, tu vois, vestibulaire, toi, tu penses aux cristaux, tu te dis, tiens, il faut que j'aille voir le kiné vestibulaire, ce qui était arrivé. Mm. Mais dans le système vestibulaire, il y a un gros système aussi qui est souvent lié, c'est le système visuel. Tout à Et donc, fait. le système visuel, eh ben, c'est très intéressant et important d'aller faire un bilan ophtalmique et orthoptique quand on Tout a à fait. Et ben, tu vois, des c'est problèmes vestibulaires. exactement là qu'on en est chez moi. Ben voilà. On s'est Et dit, tiens, si on allait vérifier les yeux. les travailler de manière conjointe, c'est très important parce que souvent les gens ils se disent, bon, d'abord je m'intéresse à mon système vestibulaire et dans 3 4 mois, quand ça ira mieux, j'irai voir l'orthoptiste. Le problème, c'est que oui, il faut que chaque système sensoriel travaille bien, mais il faut aussi qu'ils se coordonnent parce que le système Mm. vestibulaire et le système visuel, ils travaillent ensemble. Et une preuve toute simple, de non-concordance entre deux systèmes sensoriels qui fonctionnent pas bien, ben, si ton système visuel et ton système vestibulaire, ils n'arrivent pas à se coordonner ensemble, quand tu es en voiture, tes yeux, ils perçoivent que tu bouges, mais que ton système vestibulaire le perçoit moins bien, et ben, tu peux avoir, par exemple, des troubles au niveau des transports, des maladies des transports. Ah bah complètement, complètement. Et tu sais que je n'arrive à conduire de nuit, parce que de nuit c'était encore plus compliqué que de jour. Je n'arrive à conduire de nuit que depuis une semaine, alors que l'incident a eu lieu il y a un mois. Donc il faut rééquilibrer ça, ça prend du temps. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, moi, me concernant personnellement, je me rends compte a posteriori qu'il y avait des signaux que mon système vestibulaire était pas stable, mais depuis très 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 longtemps. Des douleurs au dos, des douleurs au cou, des sensibilités à certaines choses, et ça dure depuis longtemps. Donc vous pouvez très bien avoir des problèmes que vous mettez pas du tout sur le dos du système vestibulaire en fait, et qui finalement, en améliorant votre système vestibulaire, bah, ça va améliorer votre pathologie ou ce qui vous freine un peu dans la vie en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mais en plus de travailler mon système vestibulaire ou mon système visuel, parce que le système visuel, c'est quand même 70 à 80% des informations qui rentrent dans le cerveau, et ben en même temps, non seulement ça va peut-être, oui, améliorer mon équilibre, mais améliorer aussi mes cervicales, Mhm. améliorer mon dos, et en plus de ça, potentiellement, ça peut améliorer ma cognition et mes apprentissages. Donc c'est génial. Ouais, trop bien. Et si on a quelqu'un qui, admettons, fonctionne relativement bien, il n'a pas de problème, il est en bonne santé, il a juste envie d'améliorer ses compétences. Je pense notamment à nos champions du cerveau que nous, on forme sur la lecture rapide, sur le mind mapping, sur même la mémoire, parce qu'il y a aussi un championnat de la mémoire. Est-ce que certains exercices peuvent aussi améliorer les choses pour ces gens-là? Alors tu vois, on part du principe de cette boucle sensorimotrice dont je parlais tout à l'heure. Donc le système sensoriel, il est perçu par le cerveau, et le cerveau, après, lui, il redispatche sur l'apprentissage, sur l'émotion et sur la posture. Il faut le voir, en fin de compte, cette boucle sensorimotrice, il faut la voir comme, tu sais, un oignon. Et tu sais, quand un oignon, il est tout petit, il a la petite germe, et après, au fur et à mesure, il grossit, il prend des couches, cet oignon. Mm. Et toi, quand tu vas cuisiner, tu vas enlever des couches de l'oignon, tu vois? Et ben, le cerveau humain, il fonctionne pareil. Il y a des moments, on t'enlève des couches, il y a des moments, on t'en rajoute. Si par exemple tu es dans une période où tu es stressé, ben, ça va enlever des couches de l'oignon. Donc tu vas diminuer tes capacités. Donc si par exemple tu es en stress parce que tu es en compétition, peut-être que ça peut impacter ton oignon, ta Mhm. boucle sensorimotrice, et venir enlever des couches, et donc enlever des capacités. Si tu as mal dormi et tu t'es fait un torticolis, ça va enlever des couches. Tu vas pouvoir moins te concentrer sur certaines choses. Tu vois, ça, on en a Mm. conscience. Mais ça enlève des couches de ton oignon. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec le système qu'on a mis en place, c'est on essaie d'améliorer ces couches de l'oignon, à chaque fois de redonner de l'information dans cette boucle sensorimotrice pour optimiser. Parce que tout le monde, finalement, peut venir, elle se régule cette boucle sensorimotrice au quotidien. Et tout le monde peut venir l'améliorer. Par exemple, nous, on va travailler avec des athlètes de très haut niveau, qui pourtant ont déjà une bonne conscience de leur corps, ont déjà des bonnes capacités, mais pourquoi on s'échauffe, tu sais, quand on fait du sport? Parce Mhm. que même si tu es déjà en pleine mesure de tes capacités, tu peux toujours à un moment venir l'optimiser.
Eh ben, il faut voir ce travail-là de la même manière. On vient optimiser pour au moment où tu rentres dans l'action, être au plein potentiel de tes capacités. Donc ça veut dire que si juste avant de faire un exercice, ben, tu fais par exemple une stimulation vestibulaire, tu fais des petits exercices des yeux, comme on peut montrer dans le livre ou sur nos pages Instagram, hein, bah, finalement, ça va te permettre d'améliorer ta boucle sensorimotrice et d'être encore plus connecté au moment où tu vas travailler. Parce que qu'est-ce que c'est finalement la lecture? La lecture, c'est le système visuel qui va en permanence balayer des informations. Alors, très important, je pense, pour les personnes qui font de la lecture rapide, d'aller Mhm. faire un bilan ophtalmique et orthoptique pour être sûr qu'il n'y a pas de saccade au niveau visuel. Donc, les saccades, c'est quand je suis une ligne, c'est mon œil, il a tendance à sauter. Et donc, du coup, ça demande plus d'énergie. Je gagnerai en efficience si mon œil, il fait bien son travail. Mais le système vestibulaire, comme il est aussi en plein milieu de cette zone d'apprentissage, il faut aussi vérifier que ce système vestibulaire va bien fonctionner. Parce que le système vestibulaire, il aide aussi à la coordination humaine. Donc, tu sais, quand tu mets ton doigt pour avoir ton groupement de lignes et que tu vas le suivre, euh, eh ben, tu as besoin de ton système vestibulaire pour bien t'équilibrer, puis pour bien utiliser cette capacité de coordination humain. Donc, il faut aussi que lui soit bien prêt, qu'il soit bien calibré. Et en plus de ça, il va t'aider à mieux améliorer ta mémoire, à plus emmagasiner, etc., les informations. Donc oui, c'est important de mettre ça de manière centrale quand on veut améliorer ses apprentissages. Ouais, et d'ailleurs, quand nous on forme à la lecture rapide, on leur dit souvent que pour progresser en vitesse de lecture, il faut apprendre à jongler. Et ça m'a beaucoup fait écho parce que sur tes vidéos, j'ai vu que vous aussi, vous faisiez des exercices de jonglage. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans le jonglage de très intéressant. Et il s'avère que moi, à la maison, j'ai une jongleuse. Donc j'ai ma fille qui fait du monocycle et du jonglage. Et donc du coup, j'ai pu observer comment est-ce que comment est-ce qu'on apprenait à jongler, comment est-ce qu'on faisait pour jongler. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait avec le jonglage? Le jonglage, pareil, hein, il y a des études qui viennent montrer l'impact du jonglage sur l'émotion, la cognition, et la stabilité posturale. Donc c'est super intéressant. Je pense que le jonglage, c'est déjà une forme évoluée de coordination. Et en fonction de la capacité des gens et de leur niveau d'équilibre de cette boucle sensorimotrice, il va falloir peut-être placer d'autres exercices avant d'arriver jusqu'au jonglage. Mais on va dire que le jonglage, c'est peut-être la pleine capacité d'utiliser sa coordination, son système vestibulaire et ses yeux. Mais c'est sûr que c'est super intéressant le jonglage. Parce que pendant que tu as une balle, tu vois, c'est marrant, j'ai une balle dans les mains en plus. Pendant que tu vas suivre la balle, eh ben, tes yeux, ils font ce travail, tu sais, de poursuite visuelle. Mais des fois, tu vas devoir vite aller regarder l'autre balle qui se lève. Donc là, hop, t'as une saccade visuelle. Donc en même temps, ton œil, il apprend à sauter. Et en même temps, des fois, la balle, elle vient un peu vers toi, des fois, elle s'éloigne, et tu apprends à faire un focus, un dézoom sur la balle. Donc déjà, ton système visuel, il travaille en permanence avec les balles. En plus de ça, ça te demande la perception de son corps dans l'espace, cette Mm. fameuse proprioception dont on parlait tout à l'heure. Parce que si je sais pas où est ma main, bah, dès que je vais avoir la balle qui va venir en contact, soit elle va tomber, soit je vais pas réussir à l'attraper, etc. Et puis le système vestibulaire, parce que je vais me permettre de m'équilibrer dans l'espace pendant que je suis en train de jouer et de jongler. Le système vestibulaire, il va se mettre en action dès que je vais commencer à bouger ou que ma tête, elle va bouger, elle va suivre les balles. C'est un petit peu le rôle du système vestibulaire. Mm. Et donc, en fin de compte, le jonglage, on va dire, ouais, c'est le haut niveau de la coordination parce que ça te permet de tout travailler en même temps et de faire coordonner toutes ces capacités qui vont te faire amener ton boost là au niveau Ah ouais, de c'est tes bluffant apprentissages. parce que, alors moi, elle fait du cirque, hein, donc elle est quand même à un certain niveau de jonglage. Mais moi, elle est capable de mettre la balle sur son pied et de la lancer pour commencer à jongler. Voilà, donc rien que le fait qu'elle me mette une balle sur le pied et que j'essaye juste de lancer cette balle et d'espérer la rattraper. Déjà, rien que ça, je peux te dire, ça m'a vraiment mis en galère. Et donc, rien qu'essayer de faire tenir une balle sur votre pied, vous allez voir la galère que c'est. Mais le jonglage, il y a quelque chose dans le jonglage. En tout cas, je me demande si on ne devrait pas tous apprendre à jongler à l'école. Ouais, c'est une bonne piste. Bah, tu vois, dans cette étude scientifique qu'on a fait à l'école, alors pourquoi on a fait cette étude scientifique? C'est parce qu'il y avait des hypothèses avec les enfants que moi je suivais depuis un moment, où je me disais, punaise, à chaque fois qu'un enfant il a des troubles assez élevés de la coordination et de l'équilibre, il y a des problématiques d'apprentissage à l'école. Heureusement, il y avait quelques études scientifiques qui ont permis de venir nourrir mon hypothèse, et donc ça m'a permis de m'aider, mais moi je voulais en avoir
un peu le cœur net et donc on a monté une étude scientifique vraiment pendant 6 mois avec des enfants, enfin 6, 7 mois avec des enfants dans un milieu scolaire et on est venu travailler sur ces capacités-là. Donc on est venu retravailler à la base. Et bon, ces enfants-là n'étaient pas en capacité de faire des jonglages, ils avaient très peu de coordination. 100% des enfants qu'on a testés avaient des réflexes positifs, des réflexes vestibulaires. Les réflexes Mm. archaïques vestibulaires. Donc là déjà tu dis c'est compliqué. Il y avait de gros problèmes de coordination dans cette école et on pouvait le corréler parce qu'on a testé l'écriture et la lecture chez ces enfants. On a fait ce qu'on appelle le test de fluence Oui, à l'école élémentaire. C'est des tests qu'ils font 3 fois par an pour voir combien ils arrivent à lire de mots sur un texte en 1 minute c'est ça. et combien il y a d'erreurs qui sont faites et aussi bah, leur capacité de se rappeler de ce qu'ils ont lu. Et donc, on est venu corréler tout ça et on s'est aperçu que tous les enfants qui avaient des grosses problématiques de coordination et d'équilibre avaient les plus gros troubles d'apprentissage dans cette école. Donc, il y avait 3 classes d'enfants. Et au bout de plusieurs cycles de travail, donc on a scindé 3 cycles de travail sur les 6, 7 mois, on s'est aperçu qu'il y avait des améliorations en travaillant d'abord, en priorité, sur euh, apaiser le système nerveux, donc retravailler tout ce qui était parasympathique, avec des exercices qu'on donne en fin de compte dans ce livre que tu as montré, qu'on donne sur notre page Instagram régulièrement, et après, par la suite, commencer à venir travailler des fois avec une balle, ne serait-ce Mm. qu'une balle. Et on voyait qu'au bout de 5 semaines de suivi, on avait des améliorations significatives. Donc, dans une étude, avoir des améliorations significatives, ça veut dire que ça apporte vraiment un intérêt d'avoir mis en place ces exercices-là pour améliorer leur équilibre, pour améliorer leur écriture et leur lecture. Donc, on se dit, oui, peut-être que d'abord, il faut venir retravailler des bases communes de tout le monde sur les différents systèmes sensoriels, et après, éventuellement, ben, finir avec du travail de coordination, ça a un intérêt réel chez l'enfant pour améliorer ses apprentissages. Et là, on l'a vu à l'école. Et il y a plusieurs études qui sont venues montrer ça, de travailler le système vestibulaire permet d'améliorer les apprentissages scolaires. Trop bien. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tout, je pense notamment aux gymnastes ou à des gens qui travaillent sur des poutres ou qui travaillent en équilibre, qui font des échasses ou des choses comme ça, est-ce que ces gens-là euh, travaillent plus leur système de l'équilibre vestibulaire? Je pense à ceux qui marchent sur des cordes, à ceux qui font de l'escalade. Est-ce que ça, ce sont des sports qui favorisent le système vestibulaire, par exemple? Ouais, exactement. Ce sont des sports qui favorisent. On va retrouver d'autres problématiques. Parce que tu vois, par exemple, quand moi j'ai commencé au tout début, il y a plus de 10 ans, là, quand je commençais à travailler là-dedans, je me suis dit, waouh, mais les circassiens, les gymnastes, ils sont exceptionnels, ils ne doivent avoir aucun problème. Moi, ils ont d'autres problèmes. En fait, ce sont des très bons compensateurs. Et tu sais, quand tu t'entraînes depuis petit dans un domaine, tu deviens un expert de ce domaine-là, et des fois, tu oublies de développer d'autres compétences sensorielles. Donc, bah, par exemple, nous, on forme des circassiens, des formateurs de l'école de cirque. On travaille avec des danseurs, des circassiens, des gymnastes, et on vient réintégrer d'autres systèmes sensoriels qui, chez eux, sont pas forcément positifs. Je me rappelle même d'un gymnaste qui est un peu connu en France et qui est formateur aussi en gymnastique, qui lui nous disait, bah, quand il fait des vrilles, donc ça veut dire que quand il saute en l'air et qu'il se retourne dans un certain sens, et ben lui, il perd complètement son équilibre. Donc en fin de compte, sa carrière, il la compense en sautant de l'autre côté parce qu'il a moins de Hmm. problématiques. Donc les gymnastes se connaissent peut-être un peu mieux et ils vont plus compenser pour pas se retrouver dans leurs difficultés. Mais ça veut pas dire Ah qu'ils n'ont ouais. pas de difficultés. Donc, voilà. Ah Mais ouais, après, ok. c'est des difficultés d'un autre ordre. Peut-être Hmm. que leur oignon, il est plus épais à un niveau et il va falloir travailler d'autres couches de l'oignon. Ouais, c'est très intéressant. Et pour le coup, bah, moi, je peux prendre juste mon exemple que j'ai à la maison, hein. J'ai uniquement ce modèle-là, hein. Si tu m'as là de 10 ans, qui pour le coup est à la fois donc jongleuse, mais aussi adore les échecs. Et c'est là que je trouve ça très intéressant parce j'ai fait l'interview de Claude Saulnier également, qui disait qu'ils avaient fait des études sur les joueurs d'échecs et qu'il y avait très très peu de maladies type Alzheimer ou dégénératives du cerveau chez les gens qui avaient pratiqué les échecs pendant longtemps et qui continuaient à pratiquer les échecs. D'où l'intérêt que lui va dans les maisons de retraite pour faire jouer les gens aux échecs. Donc je me demande s'il n'y a pas un truc là-haut entre ces Ah, c'est- connexions-là. Mais Ouais. c'est peut-être moi, mon humain, qui corrèle ces deux choses-là, hein. Ouais, non, mais après, on a souvent tendance à faire des liens et c'est correct, hein. Maintenant, tu sais, on dit souvent, euh, la gymnastique, ça rend petit. Ou la Hmm. musculation, ça empêche la croissance. Ouais, mais peut-être qu'en fin de compte, les gymnastes qui s'épanouissent le plus, c'est parce qu'en fait, c'est les petits, c'est plus facile pour eux, tu sais, de s'épanouir là-dedans.
Alzheimer, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gènes très précoces de Alzheimer. Certaines études, là, alors, il y a des études qui sortent toutes les semaines hein, sur Alzheimer, donc c'est compliqué de savoir le vrai du faux et le pourquoi du comment, mais certaines études montrent qu'il y a des prémices d'Alzheimer depuis la nuit des temps et c'est génétique. Donc là, est-ce que vraiment travailler aux échecs, ça pourrait aider? Je sais pas. Peut-être aussi, c'est les personnes qui s'épanouissent dans les échecs sont peut-être des personnes aussi qui n'ont aucune problématique de mémoire. C'est Et donc, vrai. ça peut peut-être Mm. être un biais. Mais maintenant, je suis persuadé que travailler son cerveau, ça peut de toute façon que améliorer certaines compétences. Et d'ailleurs, je me pose une question. On a discuté sur les échecs, mais dans les échecs, par exemple, la proportion d'hommes à pratiquer les échecs est plus importante que les femmes. Est-ce que dans ce qui se passe au niveau vestibulaire, il y a quelque chose aussi de l'ordre du sexe, ou est-ce que vous avez autant d'hommes que de femmes qui présentent des troubles vestibulaires, autant d'enfants garçons que d'enfants filles? C'est intéressant. Je ne sais pas. Je vais te dire parce que si je te donne une réponse, ça va être biaisé par ma pratique. Euh, je vois beaucoup de femmes avec des problématiques vestibulaires, beaucoup de femmes avec des migraines, etc. Mm. Et il y a une composante qu'il faut aussi être au clair avec ça, c'est que les femmes ont aussi un parcours hormonal qui est différent de ceux des hommes. Oui. Donc peut-être que ça peut avoir un gros impact aussi. Moi, je ne crois pas à il y a qu'une vérité et que moi ce que je dis c'est pas forcément la vérité ultime, hein. Nous on essaye de beaucoup travailler ce qu'on appelle on appelle ça le biohacking, mais c'est travailler en pluridisciplinarité parce Mm. que on prône le fait que les problématiques ont plusieurs origines. Euh, oui, effectivement, on voit beaucoup de femmes avec des problématiques. Peut-être que des fois, on retrouve plus de femmes avec des problématiques de stress, d'anxiété, d'angoisse, de vertige, de migraine qu'on retrouve pas chez les hommes. Mais pourquoi elles ont plus ça? Pourquoi nous on les retrouve plus? Est-ce que aussi j'en retrouve plus en cabinet parce que elles prennent peut-être plus soin Mm. aussi d'elles que les hommes. C'est Donc tu vois, vrai. ça peut être Mm. biaisé, Ouais, mon complètement. observation. Et moi, étant donné, tu vois, que j'étais à ESH avant Mm. d'être entrepreneuse, et donc je travaille avec des élèves atteints de dyslexie, atteints de troubles divers, et pour le coup, j'avais beaucoup de garçons, tu vois. Ouais. Donc dans l'enfance, moi, j'ai côtoyé beaucoup de garçons, et pour autant, quand je regarde les statistiques sur la migraine, eh ben, on tombe sur beaucoup de femmes. Donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau effectivement hormonal et au niveau d'autres facteurs, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a des chiffres qui sortent sur les prévalences par rapport aux troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Quand on regarde de manière globale avec un petit pas en arrière, c'est quand même assez équilibré. Sauf que les symptômes peuvent être différents chez le garçon et la fille. Par exemple, un TDAH, on le verra peut-être plus facilement chez un garçon que chez la fille. Et les TDAH chez les filles, on va mettre plus de temps avant d'être diagnostiqués. Mais voilà, il y a quand même ces prévalences-là, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que effectivement, les filles masques veulent rentrer dans le moule, veulent faire comme tout le monde, et du coup, bah, compensent beaucoup en fait. Donc, extrêmement intéressant. Bah Et puis c'est écoute, notre éducation, hein. oui, Les ah filles, ben c'est comme complètement, ça, et il faut que les c'est filles, vrai. elles soient polies, elles soient sages, elles soient mignonnes avec leur petite robe. Donc non, une fille, ça ne fait pas ça. Bah, la fille, peut-être qu'elle, elle garde la frustration en elle et elle Mm. se concentre un peu plus que l'enfant, que le garçon. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a quelque chose, hein, je pense vraiment même dans ce qu'on projette sur une petite fille que ce qu'on projette sur un petit garçon, très intéressant. Est-ce qu'on pourrait laisser les gens qui sont venus regarder cette vidéo, écouter ce podcast, avec un exercice? Qu'est-ce que tu pourrais nous quelque chose qu'ils pourraient faire là à l'issue de cette vidéo. Alors, ça va être très compliqué parce que tu vois, souvent, les exercices, mais on va essayer de faire quelque chose. Mais je fais juste, tu sais, mon petit attention avant de commencer un exercice. On fonctionne sur le principe que ces oignons, on va essayer de l'améliorer. Donc ça, améliorer la couche, ou la couche, elle peut régresser. Donc en fonction des exercices qu'on va faire, ils ne sont pas forcément bons pour tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes, ça va faire régresser leur oignon, alors que d'autres, ça va leur faire améliorer. Donc ça va dépendre de où vous vous situez sur la couche de l'oignon. Nous, quand on fait des exercices avec des gens, quand on leur, même en suivi, hein, on teste toujours, on fait toujours des petits tests physiques des tests ou des tests d'écriture, cognitifs, etc. euh, avant et après avoir fait un exercice, pour être sûr que l'exercice, il est bon pour eux. Ah, On c'est donne pas, intéressant ça. ouais, on donne jamais les mêmes exercices aux personnes, même si elles ont des symptômes qui sont similaires, parce que tout le monde réagit différemment. Ça dépend de où en est où en sont tes Mhm. couches de l'oignon, ta boucle sensorimotrice pour toi. Donc,
qu'on va faire, on peut faire un test tout simple. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Nous, on fait souvent tester la mobilité chez les gens. La mobilité, c'est quoi? C'est un peu la souplesse. Donc, on va se mettre les pieds joints, Mhm. les jambes tendues, et on va juste essayer, tu sais, d'aller toucher le sol. On va le Ah faire, oui. on va faire ça deux, trois fois en guise d'échauffement, et la quatrième fois, on va essayer d'aller le plus bas possible. Et après, on va faire un exercice. Et après avoir fait l'exercice, on va retester de nouveau notre souplesse. Et ça va nous permettre de voir bah, si ça a amélioré ma souplesse. Ça veut dire que cet exercice va Mhm. optimiser mon potentiel. Par contre, si ça fait régresser immédiatement la souplesse et que vous sentez que vous avez un petit peu plus de tension, que vous arrivez à moins descendre, ça veut dire que cet exercice ne faudra pas le faire. Donc, je vais Ah. vous proposer deux exercices et je vous invite, quand vous allez voir ce podcast, à tester quand même avant-après votre souplesse. Donc après avoir testé votre souplesse, on va faire un exercice déjà tout simple. On va aller venir travailler au niveau du système visuel, qui est quand même très important, je pense, dans la lecture. Euh, on va frotter ses mains l'une contre l'autre. Ah, c'est cool Assez, ça. Donc, frotte ouais, nos mains. on va le faire assez fort pour que ça chauffe les paumes. Et une fois que les paumes de main sont chauffées, or nous, on devra enlever nos lunettes, mais il Ah oui, faudra c'est juste vrai. venir apposer ses paumes ici, voilà, sur les yeux. Et en même temps, on va en profiter, tu sais, pour juste bien respirer. Et donc, quand les paumes de main sont bien chaudes, ça permet aussi de venir apaiser. Et donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On apaise le système visuel. Et on reste combien de temps En, avec les mains sur les yeux comme on va ça? rester une vingtaine de secondes, ça suffira. L'objectif des exercices, c'est faire de la répétition de qualité et pour que le cerveau il s'améliore, donc qu'on vienne stimuler la neuroplasticité, il vaut mieux faire de la fréquence de qualité, donc des courtes Mhm. répétitions, mais fréquemment, et on va le faire une, deux fois par jour, enfin deux fois minimum par jour pour venir redonner de la bonne information. Et donc là, après avoir fait ça pendant 20-30 secondes, on peut venir toucher ses pieds. Si ça s'est amélioré, ben, ça veut dire que vous en avez besoin. Si ça a régressé, ça veut dire que ça, cet exercice, c'est pas fait pour vous. Il faudra en trouver un autre autour du système visuel. Si ça n'a rien changé, ça veut dire ben, que votre oignon, ben, il est mature sur cet exercice. Donc c'est correct. Et peut-être qu'on viendra chercher un exercice un peu plus élevé dans la progression. Le deuxième exercice qu'on va faire, on va venir travailler ses yeux en même temps que le système vestibulaire. On va faire ce qu'on appelle un exercice lié au réflexe vestibulo-oculaire. On va garder une cible visuelle devant nous, alors ça peut être mon doigt, et on va juste tourner la tête de gauche à droite en fixant les yeux. En fixant, pardon, L'objet. le Le doigt, doigt ou l'objet, ouais. l'objet avec les yeux. Et donc on va faire ça pendant 20-30 secondes. Donc on va y aller doucement. L'objectif c'est que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas de saccade dans le mouvement que j'aille de gauche à droite. Alors, si vous avez des gros trous vestibulaires, ça va pas forcément être pour vous cet exercice, mais si vous n'avez pas de problématique vestibulaire, ça peut être déjà un bel exercice progressif pour venir faire travailler en même temps les yeux et le système vestibulaire. Et donc, vous faites ça pendant 20-30 secondes. Plus vous allez être bon, plus vous allez pouvoir augmenter le rythme. On peut même des fois le faire, tu sais, avec un métronome. Oui. Parce que quand on rajoute du rythme en plus des exercices, ça permet de favoriser bah, certaines parties là, du cerveau qui vont s'allumer et qui vont favoriser les On utilise beaucoup apprentissages. le métronome en lecture rapide d'ailleurs. On Parfait. travaille avec le métronome. Et d'ailleurs, aussi en lecture rapide, on préconise plutôt de faire 15 minutes par jour, mais tous les jours, Hmm. plutôt que de faire 2 heures intensives et une fois par mois. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être régulier, mais sur des petites choses. Et je pense d'ailleurs que le cerveau, c'est beaucoup plus facile de rentrer ça dans nos habitudes de vie qui sont déjà ultra chargées de plein de choses, des petites choses de 5, 10 minutes plusieurs fois, que de caler 2 heures dans sa semaine pour faire des exercices, hein. On se rejoint, on est complètement d'accord là-dessus. Et donc après avoir fait ce petit exercice pendant 20-30 secondes, vous pouvez vous retester. Donc toujours pareil, hein, si ça a amélioré, bah, c'est que vous en avez besoin. Si ça a régressé, attention, c'est peut-être déjà un peu trop élevé au niveau du travail vestibulaire. Et si ça n'a pas bougé, bah, il va falloir trouver une autre progression pour vous améliorer. Voilà, c'est un exemple de deux exercices qui sont d'ailleurs dans le livre que tu as montré. Et le livre, il est disponible sur Amazon et on l'a mis le plus bas possible en niveau tarif sur Amazon pour qu'il soit accessible à toutes les personnes. Parce que ce réflexe, c'est le réflexe qu'on retrouve le plus chez les enfants et les adultes. Et donc voilà. Souvent, on pense qu'il est que vestibulaire, mais il y a souvent d'autres choses
qui sont à travailler en amont et on a mis toute une progression d'exercices dans le livre. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit assez grand public pour le pouvoir retravailler chez soi après tout seul. Tout à fait. En tout cas, moi, j'avance tranquillement. Je trouve que les vidéos, c'est très intéressant d'avoir à la fois la version écrite et la vidéo. Très, très, très intéressant. Et puis, eh ben, effectivement, moi, tu vois, cet exercice de tourner la tête, c'est un exercice que m'a donné ma kiné vestibulaire, par exemple, tu vois. Eh ben, super. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte de savoir ce que ça vous évoque, cette discussion qu'on a eue avec Adrien. On va mettre en dessous de cet épisode les liens pour qu'ils puissent aller voir les fameuses vidéos Instagram dont je parlais, et puis peut-être le lien pour qu'ils puissent se procurer le livre et le recevoir chez eux. Est-ce que tu avais un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Au mot de la fin, non, pas forcément, de toujours rester ouvert par rapport à vos connaissances, parce que voilà, on est souvent rempli de certitudes, mais finalement, on apprend tous les jours des nouvelles choses, et donc voilà, il faut rester ouvert sur ce qui est sur l'univers des possibles, surtout dans J'adore. les apprentissages. Ah oui, complètement, complètement. Je pense qu'on n'a pas encore connaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et de comment ça fonctionne. Et c'est hyper enrichissant de découvrir ça. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement grisant de découvrir au fur et à mesure. Il y a des rencontres, des ah tiens, c'est marrant, ça marche comme ça aussi chez nous. Ah tiens, c'est drôle ça. Donc, merci beaucoup, Adrien, d'avoir accepté cette interview. Et, on va vous laisser dans les commentaires nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Adrien. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!